tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler des idées reçues que l'on se fait avant d'avoir un enfant versus la réalité en fait. Parce que moi je dois dire que sur un certain nombre de points je me berçais d'illusions. J'étais persuadée d'un certain nombre de choses et en fait je suis tombée de haut sur pas mal de choses. Donc justement c'est de ça que je vais vous parler. D'autant plus que je trouve que ça peut être intéressant pour les futures mamans ou les futurs papas qui se posent des questions et qui réfléchissent, qui ne savent pas. Là au moins je vais pouvoir vous casser vos rêves tout de suite. Je plaisante, mais au moins vous allez pouvoir avoir une idée plus précise de ce qui vous attend. Et vous allez peut-être un peu moins tomber de haut que moi si vous attendez un peu plus à la réalité en fait. Alors, la première chose que je me disais avant d'avoir un enfant, c'était que mon bébé allait s'adapter quelque part à notre rythme de vie. Bon, ça restait en toute logique, hein. Je parlais pas de sortir jusqu'à minuit en boîte de nuit, surtout que je l'ai jamais fait, j'ai horreur des boîtes de nuit, mais là n'est pas la question. Je pensais par exemple que si on sortait chez des amis, eh bien on allait amener notre bébé avec nous, que très jeune on allait l'habituer à sortir, comme ça il allait dormir très facilement un peu partout sur un transat, qu'en gros c'est, j'allais dire un peu comme les animaux, vous savez, nous on a un chat et on le trimballe toujours un peu partout, il est très habitué et ça se passe très bien. Et donc je m'étais dit, un bébé c'est pareil, en gros si tu l'habitues très jeune à sortir, à aller chez des gens et tout, il s'habitue à dormir un petit peu partout et quelque part tu peux continuer à vivre à peu près normalement. Donc ça, c'était l'illusion, je pense, number one. Un bébé ne s'adapte pas à ses parents, c'est ses parents qui s'adaptent au bébé en fait. On a bien essayé de sortir chez des amis, d'amener le transat et tout. Quand ma fille a envie d'être dans son lit, elle a envie d'être dans son lit. C'est même pas la peine d'essayer de la faire dormir chez d'autres gens. On a essayé plein de fois, même en journée. Je me souviens d'une journée entière chez mes parents où je sais plus ce qu'on fêtait, peut-être la fête des mères ou je ne sais plus quoi. Mais bref, j'étais venue avec ma fille, puis je m'étais dit on va la faire dormir dans la chambre, il y avait le lit parapluie, etc. Elle connaissait pas, elle a pas voulu dormir de l'après-midi, elle a fait des crises pour être dans mes bras parce qu'elle était fatiguée toute l'après-midi, et au final on n'a jamais réussi à la faire dormir ailleurs que dans son lit en fait. Donc autant vous dire que les sorties le soir chez des amis, c'est plus possible en fait concrètement, parce que si je viens avec mon enfant, ma fille elle va pleurer et tout, on va pas réussir à la faire dormir dans une pièce, dans un coin qu'elle connaît pas. C'est déjà arrivé qu'on soit obligé de dormir chez de la famille parce que quand on revenait de voyage et tout, ça a été une crise de plus de 2 heures pour réussir à l'endormir. Donc voilà, je ne sais pas si tous les bébés sont comme ça, c'est peut-être seulement ma fille qui est particulièrement relou, mais voilà, globalement je pense vraiment que ça c'est une vérité, c'est les parents qui s'adaptent au bébé et pas l'inverse. Une autre chose aussi, toujours un peu en lien, c'est qu'on entend souvent dire voilà, quand tu auras des enfants, faudra vraiment faire une croix sur tes soirées, ça sera fini. Donc ça, c'est à peu près vrai quand même, je dois le dire. Mais ce qu'on ne précise pas, c'est que tu vas aussi faire une croix sur tes journées, sur tes après-midi. Parce qu'en fait, au début c'est bien, les bébés ça dort dans les poussettes, etc. Tu peux continuer à sortir, tu peux aller au magasin, tu peux faire plein de choses. Par contre, pour ce qui est de ma fille, maintenant, elle ne dort plus dans la poussette. Donc il faut respecter les heures de sieste. Et elle en fait pas mal. Maintenant elle en fait 3 de 2 heures dans la journée. Ma fille a 1h30 d'autonomie, donc en gros, après sa sieste, t'as 1h30 pour sortir et c'est tout quoi. Et ça peut paraître long comme ça, 1h30, mais en fait non, parce que quand t'as envie d'aller à Paris, que t'as envie d'aller voir une copine et que t'as une demi-heure de métro, après t'as plus beaucoup de temps pour profiter avant de rentrer quoi. Et c'est vrai que ça, je m'étais pas imaginé la contrainte que c'était, surtout que je pense que maintenant elle va faire des siestes jusqu'à l'âge de, je sais pas, 4, 5 ans, peut-être même plus, je connais pas du tout, je sais pas comment ça évolue ces petites choses-là. Mais voilà quoi, ça, je m'étais pas rendu compte à quel point c'était limitant en fait pour les sorties. Par exemple, quand on est parti en vacances, donc bien sûr, on n'allait pas amener ma fille à la plage en pleine journée, mais de toute façon, elle faisait la sieste et au final, on se retrouvait toute la journée dans la chambre d'hôtel et à sortir que elle se réveillait vers 16h, le temps de la faire manger, de la changer, tout ça, que à 17h quoi. Donc on sortait 1 heure dans la journée. Donc ça a été aussi un gros choc. Bon, c'est pas grave, voilà, je me doutais un peu qu'il allait y avoir les contraintes de sieste et tout, mais je pensais pas à ce point-là en fait. Je pensais que ça faisait une sieste de 2 heures et puis voilà quoi. Non, non, voilà, c'est un peu compliqué en fait. Une autre, là c'est pas une idée reçue. On est dans un 45 mètres carrés, je crois que je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Et en fait, moi je m'étais beaucoup demandé est-ce que c'est possible d'avoir un bébé dans un 2 pièces en fait, parce que c'est vrai que nous on habite en région parisienne
Et bah voilà, on avait envie d'avoir un enfant depuis pas mal d'années, mais concrètement, se payer un 3 pièces, c'est très compliqué, hein. Et du coup, je m'étais posé la question, est-ce que c'était vivable? J'avais demandé à plusieurs personnes et vraiment, on me disait oui, moi mes parents ont vécu dans un 2 pièces jusqu'à ce qu'on ait l'âge de 2-3 ans, notamment moi, puis ma soeur ensuite. Donc, on m'avait dit oui, t'inquiète, un bébé ça dort et tout, bon, ça sera un peu chiant, mais voilà. Et en fait, je me rends compte qu'un 3 pièces, ça serait quand même carrément mieux. Alors je dis pas, hein, on peut accueillir un bébé dans un 2 pièces, il y en a même qui accueillent dans un 1 pièce, mais quand même au niveau du confort, voilà. Les premiers mois ça va, tant qu'elle est dans la chambre, mais là ma fille, elle a 10 mois, elle est toujours dans notre chambre, et c'est un peu le cauchemar quoi, parce que on n'a plus accès à notre chambre le soir, bon ça en soi c'est pas hyper dérangeant, mais c'est vrai que dès qu'on veut rentrer dans la chambre par exemple pour se coucher, elle se réveille direct, elle a le sommeil super sensible, et du coup, ben, en fait, c'est trop chiant parce qu'elle se réveille. Dès que je bouge la nuit, je bouge une jambe et tout, il suffit qu'elle soit entre deux cycles et ça la réveille, elle veut que je l'allaite et tout. Ça serait vraiment beaucoup mieux si on avait une pièce où la faire dormir. Elle ferait ses nuits depuis bien longtemps. Là, en ce moment, on est en train de la faire dormir dans un lit parapluie dans le salon pour que je puisse dormir 6 heures d'affilée. Et déjà, rien que de faire ça, ça va un peu mieux. Donc c'est vrai qu'un 3 pièces ça serait mieux. Et je parle même pas des vêtements et tout, ma fille elle a une tonne de vêtements, il y a sa mamie qui lui en offre tout le temps plein, donc elle a carrément plus de vêtements que moi, c'est une honte. Et en gros, bah, elle est en train de remplir mes placards de vêtements. En fait moi j'ai plus de vêtements, je suis en train de virer les miens. De toute façon ils me vont plus. Si j'ai trop grossi pendant la grossesse et j'ai abîmé mes pantalons, donc j'ai presque plus rien, donc ça tombe bien, maintenant il n'y a que des vêtements de bébé dans mon placard. Donc voilà, c'est pour dire, si vous pouvez déménager dans un 3 pièces, si vous en avez les moyens et que c'est possible, je pense que vous allez vite y arriver, hein. Alors, une autre chose, avant de tomber enceinte et même globalement avant de penser à avoir un bébé, je trouvais que les femmes qui allaitaient plus de 3 mois étaient bizarres, quoi. En fait, c'est pas que je trouvais, en fait, j'en pensais rien, ça me venait même pas à l'esprit qu'on puisse allaiter aussi longtemps, en fait, je n'y connaissais rien, mais je me souviens maintenant qu'un jour, il y a une de mes collègues qui m'avait dit, quand sa fille avait, je pense, 14 mois, qu'elle l'allaitait encore. Ça m'avait trop choquée. Bon, j'avais rien dit, bien sûr, hein, j'étais polie, mais je m'étais dit, mais comment ça se fait, mais pourquoi, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Genre, faut couper le cordon, là, c'est bon. Et en fait, je me rends compte que bah, j'y connaissais rien en fait, et maintenant j'allaite ma fille qui a 10 mois, et si elle est encore allaitée à 14 mois, je trouverais ça normal. Alors je sais qu'il y a aussi beaucoup de mères qui n'allaitent pas, qui trouvent ça louche hein, d'allaiter longtemps, mais en fait, bah, quand on se renseigne sur l'allaitement, on se rend compte qu'en fait un bébé, bah, c'est un peu comme le biberon, un bébé ça a besoin de lait jusqu'à l'âge de 2 ou 3 ans, et ben du coup si on lui donne pas de biberon, c'est tout à fait logique qu'il soit allaité même jusqu'à cet âge-là. Il y en a plein qui se sèvrent avant, mais un bébé allaité de 2 ans, c'est pas choquant en soi. Mais c'est vrai que dans la société où on est actuellement, ça a tendance à choquer. Et bah moi j'étais la première à être choquée parce que je n'étais pas informée, que j'y connaissais rien. Et donc ouais, ça c'est une grosse idée reçue que j'avais, c'est que pour moi l'allaitement c'était 3 mois quoi, c'est tout. Un autre a priori que j'avais, c'était que en gros il serait facile de laisser pleurer en fait. Je me souviens que j'avais une collègue qui me disait toujours qu'à 14 mois sa fille elle ne dormait pas, et parce qu'elle pleurait la nuit et tout. Et en fait moi tout ce que je savais lui répondre c'était mais laisse-la pleurer un peu, c'est pas grave, enfin. Et elle me disait oh non, c'est difficile, laisser pleurer. Bon, je limite parce qu'en fait, elle était russe, elle avait vraiment un gros accent russe. Et en fait, je me disais, mais c'est bon, laisse-la pleurer, c'est pas un drame. Et en fait, j'imaginais pas à quel point, pour une mère, c'est difficile d'entendre son bébé pleurer. Et je donnais ces conseils, mais qui étaient vraiment pourris. Et en fait, je me rends compte que, ben, quand tu viens voir quelqu'un parce que ton bébé dort pas et tout, c'est pas ce que tu as envie d'entendre, quoi. Laisse-le pleurer. Enfin, tu te rends compte tout de suite que les gens ne comprennent pas. Moi, j'ai une amie qui a pas d'enfant et qui en veut pas, qui me dit des fois, quand je lui dis ouais, j'en peux plus, ma fille, quand je lui disais, elle pleurait beaucoup dans la journée et tout, c'est horrible. Des fois, je la laisse pleurer, mais je me sens pas bien et tout. Et elle me disait, non, mais tu sais quoi, t'as qu'à te mettre des écouteurs ou tu te mets des boules caisses. Et en fait, je répondais rien parce que je trouvais que c'était juste inhumain. Enfin, tu peux pas faire ça. Tu peux pas, t'as ton bébé qui pleure et qui est en angoisse. Déjà, tu le laisses pleurer, c'est dur. Enfin, franchement, psychologiquement, c'est pas facile et tout. Mais si tu décides de le faire, c'est parce que t'en peux plus et tout. Mais hors de là, se mettre des écouteurs, vas-y, pleure, je m'en fous, je t'écoute même pas. Enfin, non, t'as besoin de savoir ce qui se passe pour ton bébé. Et même si tu décides de laisser pleurer, t'as quand même envie
d'être à côté et de vérifier quand même que tout va bien, quoi. Et c'est vrai que je m'étais pas rendu compte en fait à quel point c'est difficile pour une mère de laisser pleurer, que quand ton bébé pleure, t'es pas bien, quoi, ça te fait une angoisse, ça te glace le sang en fait presque. Alors au fur et à mesure des mois, ça va quand même un peu mieux, on arrive à se désensibiliser un petit peu, mais c'est vrai que c'est quelque chose dont je m'étais pas rendu compte. Et justement, je pense que j'ai aussi un a priori qui va bientôt s'arrêter sur la gestion des enfants en colère. Vous savez, les enfants qui se roulent dans les supermarchés, qui pleurent et tout. J'ai tendance à dire ah, mais c'est bon, laisse-le pleurer et puis il faut surtout pas céder. Mais je vois que ma fille, quand elle pleure parce que je lui retire un truc des mains, type mon portable ou un truc comme ça, elle se met, elle fait la crise de colère là, comme ça. Et en fait, je trouve ça horrible, quoi. Et limite, j'ai envie de lui redonner. Alors, je me retiens, mais du coup, je comprends un petit peu mieux les gens qui ont tendance à céder aux colères quand les enfants sont plus vieux, pour plus entendre ça, parce que c'est tellement difficile. Alors, bien sûr, il faut essayer quand même de résister, mais j'ai plus le même regard sur ces gens qui craquent et finalement qui donnent l'objet en question ou qui donnent le gâteau parce que le bébé fait une crise, quoi. Parce que c'est difficile en fait de voir son bébé pas bien, même quand c'est une crise de colère et qu'il va très bien en fait. Alors, un autre a priori que j'avais qui était certainement véhiculé par ce qu'on voit à la télé ou les pubs Pampers, tous ces endroits, les films, etc., les séries où on voit des bébés tranquilles qui jouent tout seuls, c'est justement, je pensais qu'un bébé ça jouait tout seul en fait. Et longtemps. Et non seulement je pensais ça, mais je pensais qu'un bébé jeune jouait tout seul, genre un bébé de 1 mois, 2 mois, vous savez les petits bébés quand ils remuent les hochets, je pensais que en gros un bébé tu le poses dans le transat, tu lui donnes son hochet, puis c'est comme ça quoi, pendant 1 heure. Et non, en fait, un bébé, ça ne joue pas tout seul, ou alors plus vers l'âge de 6-7 mois, et même quand ça joue tout seul, quoi. 10, 20 minutes, quoi. Et quand t'es tranquille, 20 minutes, c'est super. Et ça, quand j'ai découvert ça, c'est... Quand j'avais une amie qui me disait tu verras progressivement, elle va finir par jouer tout seul. Je disais ah bon, mais quand vers 7-8 mois, elle pourra jouer toute seule 10 minutes. Je disais ah, mais ah bon 10 minutes quoi à 7-8 mois, mais c'est quand qu'elle va me laisser tranquille 3 heures? Je crois jamais en fait, ou quand elle aura 18 ans, qu'elle voudra plus entendre parler de moi. Donc ça c'était un énorme a priori, je pensais vraiment que les bébés ça jouait tout seul pendant des heures en fait. Il y a aussi mes parents qui m'avaient dit tu verras, un bébé quand ça a mangé, que c'est changé, que c'est pas malade, ça ne pleure pas, ça a aucune raison de pleurer, une fois que tu as vérifié ça c'est bon. Alors, je me doutais que c'était peut-être pas vraiment la vérité, mais je me doutais pas à quel point cette phrase était l'arnaque du siècle. Et d'ailleurs, quand je passais 6 ou 7 heures par jour à bercer ma fille, regardez ma vidéo Mon bébé est un baby pour voir le quotidien que j'avais les premiers mois, j'avais cette phrase de mes parents qui résonnait, qui me disait tu verras quand elle sera changée, qu'elle aura mangé, ça pleure pas un bébé, c'est bon. Je me disais, mais j'avais la haine en fait. Je me disais, mais pourquoi ils m'ont sorti ça? Est-ce qu'ils se souviennent plus de ce qu'ils ont vécu ou est-ce qu'ils ont eu la chance d'avoir des bébés, ma soeur et moi, exceptionnels? Apparemment, ils disent qu'on faisait pas de crise. Donc peut-être, moi je pense qu'ils se souviennent plus, je sais pas. Mais donc, non. Un bébé, ça pleure pour plein de raisons. Ça pleure parce que ça s'ennuie, ça pleure parce que ça a besoin de réconfort, ça pleure parce que c'est fatigué, ça pleure parce que tu lui retires un objet des mains, ça pleure parce que ça veut de l'attention. Bref, un bébé, ça a 1 milliard de raisons de pleurer en fait. Et ça pleure beaucoup. Ça pleure pas que quand ça a besoin d'être changé ou quand ça a faim. Quand j'étais enceinte, je me disais aussi que la reprise du travail après le congé maternité serait certainement un petit peu difficile puisque, je vais faire une comparaison, mais quand j'ai eu mon chaton, Hadès, j'ai pris un petit congé maternité d'1 semaine, j'avais pas encore ma fille à l'époque, j'appelais ça un congé maternité, pour m'en occuper, pour pas qu'il soit perturbé, etc. Et au bout d'1 semaine, quand j'avais dû reprendre le travail, j'avais trouvé ça super dur. Mais je fais pitié, mais franchement, limite il aurait fallu faire une adaptation avec plusieurs heures d'abord. Et en fait, je m'étais dit, ouais, quand ça va être un bébé, au bout de 2 mois, ça va être compliqué quand même. Donc je me doutais que, étant quand même une grande sensible, ça allait être compliqué. Par contre, je me disais, ah c'est bon, elle aura 2 ou 3 mois, ça devrait le faire, j'aurais déjà passé beaucoup de temps avec elle et tout. Et en fait, pas une seconde, je m'imaginais quel déchirement ce serait d'imaginer reprendre le travail si tôt en fait. Un déchirement, mais
j'en pleurais le soir, enfin, je lisais des trucs sur les forums, j'essayais de trouver des solutions. L'idée de la donner, la mettre en garde avec une nourrice étrangère, enfin pas étrangère dans le sens d'origine étrangère, mais étrangère, une femme que je ne connais pas, je me disais mais non quoi, c'est pas possible. Et ça me rendait triste. Bon, au final mes employeurs m'ont licenciée. Donc j'ai pas eu à vivre ça. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'imaginais pas. Et on m'aurait dit que même à 10 mois, envisager la séparation serait difficile, puisque là, ma fille a 10 mois, et peut-être que je vais bientôt reprendre le travail, il n'y a rien de sûr, mais j'ai des entretiens en ce moment. Mais je me serais dit, mais c'est bon, ta fille, elle a 10 mois, quoi. Enfin, et en fait, non, je pense que la séparation, elle est jamais simple, que ça se passe à 2 mois, à 10 mois, à 2 ans. Après, bon, c'est sûr, plus le temps passe et plus c'est entre guillemets facile, quoi. Parce que moi, ma fille, maintenant, je la sens prête, alors qu'à 2 mois, elle était carrément pas prête. En tout cas, moi, j'étais pas prête du tout. Mais voilà, ça, c'est quelque chose que je n'imaginais pas non plus. Justement, à ce sujet-là, je suis devenue un petit peu femme au foyer contre mon gré. Moi, je dis contre mon gré, c'est une plaisanterie parce que j'étais très contente de rester avec ma fille finalement, puisque comme je viens de vous le dire, c'était un déchirement pour moi de devoir reprendre le travail aussitôt. Mais je me suis fait licencier par mes employeurs, donc c'est pour ça que je dis que c'était contre mon gré. Et en fait, avant d'avoir un enfant, parfois on voyait à la télé des femmes au foyer qui disaient « Oh là là, le quotidien c'est difficile, etc. » avec un bébé. Et je me disais « Mais elles exagèrent quoi, parce que je suis désolée, mais un bébé ça dort 3 fois 3 heures, elles ont quand même du temps pour elles, faut qu'elles arrêtent de dire qu'elles ont pas de temps pour elles, c'est grosse feignasse quoi. » Bon, j'exagère, hein, je pousse un petit peu exprès le trait, mais c'est vrai que je comprenais pas trop quoi, pourquoi elles se plaignaient d'être fatiguées, et je trouvais ça un peu abusé quand même. Et en fait, quand je repense à la façon dont je voyais les choses, mais j'ai envie de me baffer quoi, j'ai vraiment envie de me baffer. Parce que je me rends compte maintenant que un bébé ça fait pas forcément 3 fois 3 heures de sieste et que ma fille elle m'a jamais autant épuisée que les premiers mois où j'étais avec elle et que quand je bossais comme chercheur dans la start-up où je bossais, des fois je bossais jusqu'à 10 ou 12 heures par jour, mais croyez-moi j'étais beaucoup moins épuisée que quand j'ai gardé ma fille toute seule toute la journée 8 heures quoi. Parce que quand tu travailles, même sur des gros horaires, quand tu as un forfait cadre, tu as quand même des temps de pause. Si tu as envie de te faire une pause d'une demi-heure, tu peux. Quand tu as un bébé qui est avec toi toute la journée, qui pleure toute la journée, tu as 0 temps de pause en fait. Tu n'es jamais tranquille. Et la petite demi-heure où il dort, tu essaies de faire en sorte de peut-être faire la vaisselle ou faire quelque chose pour essayer de faire en sorte que ton appartement ne ressemble plus à une décharge publique, quoi. Enfin, et en plus, ce qu'il y a de pire là-dedans, c'est que quand tu en parles aux gens, ils te renvoient cet a priori que toi aussi tu avais en te disant « Ah mais c'est bon, t'es chez toi, quoi, t'as du temps, arrête, t'as du temps, t'es pas fatigué, tu peux faire des siestes et tout. » Mais non, je peux pas garder ma fille, prenez-la pendant 2 semaines et on en reparle. Et en fait, c'est vrai que ça, c'était l'énorme a priori. Bon, ça va, moi je suis revenue dans le droit chemin et j'essaie de faire comprendre aux gens, mais c'est pas simple parce qu'en fait ils veulent pas comprendre et ils peuvent pas comprendre en fait tant qu'ils l'ont pas vécu finalement. Dernier a priori qui est, je trouve, très très répandu, c'est sur le fait que quand on a un bébé, le plus difficile c'est les nuits. C'est vrai que moi, les gens ont une sorte d'obsession sur est-ce que ta fille fait ses nuits, comment ça se passe la nuit, est-ce qu'elle se réveille la nuit. Bon, ils sont contents parce que ma fille n'a jamais fait ses nuits. Elle commence peut-être un petit peu à les faire en ce moment, mais jusqu'à l'âge de 9 mois et demi, elle m'a réveillée toutes les 2 heures. Donc quand je leur disais ça, les gens étaient horrifiés. Et en fait, il y a vraiment une obsession sur quand est-ce que les bébés font leur nuit, sachant que c'est tout à fait normal en fait qu'un bébé de 9 mois fasse pas ses nuits, il n'est pas complètement anormal, le sommeil des enfants met parfois des années à se mettre en place, mais c'est pas là où je veux en venir. C'est qu'en fait, on croit avant d'avoir un enfant que le plus difficile, ça sera les nuits. Et en fait, bon, je vais parler de mon cas où je travaille pas, hein, peut-être que quand on travaille c'est différent, mais pour moi, le plus difficile, c'était pas les réveils nocturnes. Parce que bon, moi je fais du cododo, je la prenais, je l'allaitais, je me rendormais, puis après je la reposais. Non, le plus difficile, c'est les siestes, c'est les journées passées à bercer son bébé, c'est les siestes où pendant 1 heure elle pleure et que t'arrives pas à la faire dormir. C'est ça le plus difficile en fait. Le plus difficile, c'est de pas avoir 5 minutes à toi, que tu vas dans une pièce, ton bébé il te suit en pleurant parce qu'il veut que tu prennes dans les bras. C'est ça en fait qui est difficile, c'est pas les nuits. Et finalement, la fatigue des nuits, pour moi, n'est pas si dramatique que ça. Et franchement, je le vis pas
si mal que ça. Alors j'ai la chance d'avoir un conjoint qui travaille en horaire décalé, donc souvent je peux faire des grasses matinées, donc ceci explique peut-être cela. Peut-être que finalement si j'avais pas ce quotidien-là qui me permet plusieurs fois dans la semaine de me rattraper avec une grosse grasse matinée, ça serait peut-être différent. Mais en tout cas pour moi, avant je dormais 12 heures par nuit, tout le temps, même enceinte. Hein. Et en fait maintenant je suis passée à 6 heures et en 2 fois 3 heures et parfois je fais une grasse matinée. Mais globalement, ça, je l'ai plutôt bien vécu en fait. C'est pas ça qui est difficile pour moi, c'est pas cette fatigue-là. C'est plus le quotidien en journée avec un bébé qui peut être compliqué. Donc voilà, j'ai fini avec ma liste d'idées reçues, d'a priori et d'illusions que je me faisais avant la grossesse. J'espère que j'aurais pas fait trop peur aux futures mamans, c'est vraiment pas le but. L'objectif c'était plutôt de faire un point sur ce que je pensais et ce qui s'est passé, afin peut-être d'ouvrir les yeux aux futurs parents qui s'attendent un peu plus à la réalité en fait, et comme ça ils tomberont un peu de moins haut que moi finalement. Si vous me regardez, que vous avez une chaîne YouTube, je pense notamment à Charlène et Thiago et Mamflower Blog qui ont des enfants un peu plus âgés, moi ça m'intéresserait de savoir quelles sont peut-être les idées reçues qu'elles avaient elles aussi, elles sont peut-être différentes des miennes finalement. Et également une chaîne que j'aime bien, Girls Are Born in Tulips. Ah, l'accent pourri anglais. Normalement je suis censée bien parler anglais mais la démonstration là n'a pas été fameuse. Bref, si elle aussi, Kenfi, à peu près de mon âge, a envie de faire cette vidéo, elle est bienvenue, c'est pas un tag, hein, c'est juste une vidéo comme ça. Voilà, une idée que j'ai eue comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.